Alors, la conscience. On a tous l'impression de savoir ce que c'est, hein. C'est ce sentiment très direct, évident, d'être là, de voir le monde, de se sentir soi-même. On pourrait dire que c'est comme une fenêtre parfaitement transparente sur la réalité. Mais, et si cette fenêtre était en fait un peu déformée, voire carrément trouble? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Comment est-ce qu'on peut se sentir si sûr de notre perception alors qu'on sait très bien que notre conscience peut nous jouer des tours? Bienvenue. Ce qui nous attend, c'est une sorte de quête philosophique, une vraie aventure de la pensée. Le but du jeu, essayer de comprendre ce qu'est vraiment la conscience, ce fameux moi, ce jeu qu'on utilise tous les jours sans trop y penser. C'est un voyage qu'on va faire ensemble à la découverte des grandes idées qui ont essayé de percer ce mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, être soi? Bon, pour se lancer dans une quête pareille, il nous faut un point de départ, un truc solide. Et pour ça, notre premier guide, c'est une figure incontournable, René Descartes. Il faut se remettre dans le contexte, on est au XVIIe siècle, c'est une époque de grands bouleversements, les anciennes certitudes s'effondrent. Et lui, Descartes, au milieu de tout ça, il cherche une chose, une certitude absolue, un rocher inébranlable sur lequel il pourrait reconstruire tout le savoir. Et pour trouver cette certitude, sa méthode est radicale. On appelle ça le doute radical. C'est un peu comme un crash test pour toutes nos croyances. Allez, on suit son raisonnement étape par étape. D'abord, il s'attaque aux sens. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Pas vraiment. On a tous vu un bâton qui a l'air cassé dans l'eau. Bref, les sens nous trompent parfois. Donc, on ne peut pas s'y fier à 100%. Ok, première brique en moins. Deuxième étape, encore plus forte, douter de la réalité, qui nous dit, là maintenant, qu'on n'est pas en train de rêver. On n'a aucune preuve absolue. C'est troublant, hein? Et enfin, le coup de grâce, douter de la raison elle-même. Descartes imagine un mauvais génie, une sorte de démon super puissant qui s'amuserait à nous tromper sur tout le temps, même sur un truc aussi simple que 2 + 3 = 5. Et voilà, on est au fond de l'abîme du doute. Plus rien ne tient debout. Nos sens, le monde qui nous entoure, même les maths, tout a été balayé. On a l'impression qu'il ne reste absolument rien. Mais c'est là, au moment où tout semble perdu, que la magie opère. C'est de ce doute total que va naître la première certitude. Parce que, réfléchissons-y, même si ce fameux mauvais génie existe et qu'il passe son temps à me tromper, eh bien pour que je sois trompé, il faut bien que j'existe, non? Et voilà, c'est ça, la première certitude, le fameux cogito. C'est un tournant majeur dans l'histoire de la pensée. Le simple fait de douter, de penser, prouve que j'existe. Je ne peux pas douter que je suis en train de douter. Je pense, donc je suis. C'est la phrase que tout le monde connaît. C'est le point de départ solide, la fondation que Descartes cherchait désespérément. Et à partir de là, il va pouvoir commencer à tout reconstruire. On pourrait se dire, super, on a notre fondation, l'affaire est réglée. Mais attention, ce beau socle en apparence si solide, eh bien, il va commencer à se fissurer sérieusement. D'autres philosophes vont arriver et poser une question dérangeante. Et si ce « moi », ce « je pense », n'était en fait qu'une gigantesque illusion? C'est la prochaine étape de notre enquête. Et le premier à donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est Friedrich Nietzsche. Il nous dit de regarder honnêtement comment ça se passe dans notre tête. Est-ce que c'est vraiment « je » qui décide de penser? On ne contrôle pas nos pensées, elles arrivent, elles surgissent d'elles-mêmes. Pour Nietzsche, la phrase « je pense » est une sorte de mensonge. C'est notre langage qui nous oblige à mettre un sujet, un « je » devant le verbe « penser ». En réalité, il faudrait plutôt dire « ça pense en moi ». Le « je » serait donc juste une illusion, une habitude. Alors après Nietzsche arrive Sigmund Freud, et là c'est un autre tremblement de terre. Freud nous dit que notre conscience, ce dont on se rend compte, n'est que la toute petite pointe d'un immense iceberg. La plus grande partie de notre esprit, c'est l'inconscient. C'est une sorte de vaste cave cachée, remplie de pulsions, de désirs, de souvenirs qu'on a refoulés, mais qui, depuis l'ombre, influence tout ce qu'on pense et tout ce qu'on fait. Et la conclusion, elle est vertigineuse. Notre moi conscient, celui qui se prend pour le grand chef, eh bien, il n'est pas maître dans sa propre maison. Alors, pour résumer, on se retrouve avec deux visions du moi qui sont complètement opposées. D'un côté, on a le moi de Descartes, c'est une sorte de noyau dur, une substance, une chose qui pense, unifiée et stable. Et de l'autre, on a la vision d'un autre philosophe, David Hume. Lui, il nous dit « Essayez, regardez à l'intérieur de vous. Vous n'allez jamais trouver un moi permanent. Ce qu'on trouve, c'est juste un flux continu de perceptions, d'émotions, de pensées. Ça n'arrête jamais. » L'image est parlante. Pour Hume, le moi, ce n'est pas le spectateur assis dans la salle de cinéma. C'est le film lui-même, cette succession d'images qui défilent, sans qu'il y ait rien de fixe derrière. Bon, la philosophie a bien secoué le cocotier. Le moi est en crise. Alors, qui vient à la rescousse? La science, en particulier les neurosciences. L'idée de base est assez simple. La conscience, les pensées, tout ça, ça se passe bien dans le cerveau, non? Donc, si on arrive à décoder ce qui se passe dans le cerveau, on devrait bien finir par comprendre ce qu'est la conscience. Sauf que la science se heurte à un mur.
Un os, ce que certains appellent le problème difficile de la conscience. Imaginez, on peut suivre tout le processus. La lumière rouge frappe la rétine, ça envoie un signal électrique, ça active des zones précises du cerveau, on peut décrire tout ça qu'une précision folle. Mais la question qui tue, c'est à quel moment exactement est-ce que toute cette biochimie, toute cette électricité se transforme en l'expérience vécue de voir du rouge? Ce passage de l'objectif au subjectif, pour l'instant, c'est un mystère complet. Et pour parler de ce mystère, les philosophes ont un mot un peu technique, mais très utile, les qualia. Un calé, au singulier, c'est tout simplement l'effet que ça fait. L'effet que ça fait de sentir l'odeur du café, d'avoir mal ou de voir la couleur rouge. Pour bien comprendre, il y a une célèbre petite histoire. Imaginez une scientifique, Mary, qui a passé toute sa vie dans une chambre en noir et blanc. Elle devient la plus grande experte mondiale de la couleur. Elle sait tout, mais elle n'a jamais vu de couleur. Le jour où on la laisse sortir et qu'elle voit une pomme bien rouge, est-ce qu'elle apprend quelque chose de nouveau? Bien sûr, elle apprend l'effet que ça fait de voir du rouge. Et ça, ce calé, aucune description scientifique ne pouvait le lui donner. Alors vu que la science a du mal à expliquer la conscience en la regardant de l'extérieur comme un objet, une autre approche philosophique propose de changer complètement de tactique. Au lieu d'expliquer, pourquoi ne pas commencer par décrire? Décrire l'expérience vécue, de l'intérieur. C'est le grand projet de ce qu'on appelle la phénoménologie. Et l'idée centrale de la phénoménologie, c'est le concept d'intentionnalité. Ça veut dire que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Fini l'idée d'une conscience qui serait une sorte de boîte à l'intérieur de notre tête. Pensez plutôt à une lampe de poche. Une lampe de poche allumée, elle éclaire forcément quelque chose. Eh bien, la conscience, c'est pareil. On n'est jamais juste conscient, on est toujours conscient d'un objet, d'un souvenir, d'une personne. La conscience, c'est cette ouverture permanente sur le monde. Alors, si on fait le bilan, on est parti de la certitude de Descartes, on a vu comment elle a été critiquée, on a vu les limites de la science. Où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? Eh bien, une des théories les plus intéressantes actuellement, c'est de faire une sorte de synthèse de tout ça. L'idée, c'est que le moi n'est ni une chose solide, ni une pure illusion. Ce serait plutôt une construction. C'est une idée du philosophe Daniel Dennett et dit que le soi est un centre de gravité narratif. L'analogie est géniale. Prenez n'importe quel objet, il a un centre de gravité. Mais ce centre de gravité, il n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un point matériel. C'est une abstraction, un point fictif, mais super utile pour calculer comment l'objet va tenir en équilibre. Eh bien, pour Dennett, le moi, c'est pareil. Il n'y a pas un petit moi caché quelque part dans le cerveau. C'est une sorte de fiction utile, le personnage principal de l'histoire qu'on se raconte en permanence sur notre propre vie pour que tout ça ait un sens. Et voilà, on arrive au bout de notre exploration. On est parti de la certitude en béton armé de Descartes et on a vu ce moi se fissurer, se dissoudre, devenir une simple habitude de langage, le jouet de l'inconscient et finalement, peut-être, une histoire. Alors la question finale reste entière. Ce jeu qu'on a l'impression d'être, qu'est-ce que c'est? Une réalité tangible? Une illusion complète? Ou bien l'histoire qu'on a besoin de se raconter pour avancer? La réponse n'est pas simple, et au fond, c'est peut-être à chacun de voir quelle est l'histoire qui donne le plus de sens à sa propre existence.